Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons aujourd'hui parler de la question des barrages et autres ouvrages hydrauliques en droit international et je l'ai intitulé « Entre tension et coopération ». Comme vous le savez, c'est une séance qui sera en deux parties puisque je donnerai le cours et puis ensuite nous avons un invité de prestige, M. Tamsir Ndiaye, qui nous parlera d'une expérience unique dans le cadre du fleuve Sénégal. Donc quelques mots de rappel pour situer la question des barrages et autres ouvrages hydrauliques. Vous le savez, les utilisations et activités économiques autour des cours d'eau sont nombreuses. Et dans ce contexte, nous avons évoqué la navigation, les utilisations industrielles, la question de l'accès à l'eau, mais la question de la production d'énergie est une question très importante. Alors, ce que nous avons aussi remarqué dans notre exploration du droit international de l'eau, c'est que le droit international applicable aux cours d'eau internationaux s'est beaucoup développé à l'heure des utilisations économiques. C'est-à-dire que les utilisations économiques des cours d'eau internationaux ont permis le développement de la règle de droit applicable aux utilisations des cours d'eau internationaux et à sa protection, avec les correctifs que l'on amènera ensuite dans la deuxième partie du XXe siècle avec les questions de justice sociale et de protection de l'environnement. Alors nous parlerons plus particulièrement des barrages et des ouvrages hydrauliques associés aux barrages. Et ce que je soulignerai aussi, c'est que c'est une question à la croisée de plusieurs corps de normes. C'est-à-dire qu'on va parler du droit international de l'eau et des règles applicables en matière de droit international de l'eau, mais on va aussi évoquer le corpus du droit international de l'environnement ou encore celui des droits relatifs à la personne humaine. Et l'on gardera à l'esprit que la question du droit des investissements a aussi son rôle à jouer quand un concessionnaire privé étranger est impliqué dans la gestion d'un barrage ou d'un ouvrage hydraulique. Alors l'annonce du plan, ce que nous ferons aujourd'hui ensemble, c'est que tout d'abord je vous donnerai des éléments de ce que j'appelle une question complexe. Ensuite, nous aborderons certains contours juridiques relatifs à la question des barrages et autres ouvrages hydrauliques et nous porterons plus particulièrement notre attention sur les questions de développement et gestion des infrastructures en droit international. Et puis, en dernier lieu, j'évoquerai un instrument dont on a déjà parlé, qui est l'étude d'impact sur l'environnement, puisque c'est devenu véritablement un instrument matriciel pour aborder la question des droits de la protection de l'environnement, du droit de la protection de l'environnement dans les utilisations des cours d'eau et notamment pour ce qui est des barrages. Alors, question complexe parce que, pourquoi est-ce que j'utilise le terme complexe? C'est parce qu'on a affaire à un ensemble d'éléments factuels et juridiques sans véritable ordonnancement préalable. C'est-à-dire qu'il y a des interactions, vous allez le voir, entre ces éléments factuels et ces éléments juridiques et qui vont trouver ensuite un ordre particulier dans chaque cas d'espèce. Donc il y a une approche aussi casuistique qui doit être gardée à l'esprit. Je dis cela tout en soulignant que nous avons des principes de droit international général qui ont émergé et qui trouvent application et je les soulignerai. Alors tout d'abord, quelques éléments de contexte sur les barrages et les ouvrages hydroélectriques. Tout d'abord, la finalité, les objectifs de ces infrastructures, elles peuvent être diverses. La question de la finalité, c'est que finalement, un barrage peut remplir un ou plusieurs usages. Ça, c'est important à garder à l'esprit. Et puis, ça peut être la production d'électricité, mais ça peut être aussi l'amélioration de l'irrigation pour la production agricole. Ça peut être aussi la fonction de contrôle des inondations, un rôle important à jouer, qui est joué par les barrages,
ou encore ça peut être pour permettre la navigation fluviale, ou encore l'accès à l'eau potable. Donc vous le voyez, vous avez une pluralité de finalités qui peuvent être exercées, poursuivies par la construction d'un barrage. En pratique, quand on regarde la construction des barrages et le fonctionnement, la fonction recherchée la plus courante, c'est l'irrigation. C'est l'irrigation qui est la fonction la plus courante. Vient ensuite la production d'énergie et puis celle du contrôle des inondations. Ensuite, autre chiffre important, le plus grand nombre de barrages construits à l'heure actuelle ces barrages ne sont construits que pour un seul usage. Donc c'est usage unique. Alors, deuxième élément de contexte, le profil des barrages peut varier et donc on peut distinguer les barrages qui sont construits avec des réservoirs ou des barrages qui sont ce qu'on appelle des barrages au fil de l'eau. Alors les barrages au fil de l'eau, ça veut dire qu'ils ne retiennent pas l'eau ou qu'ils ne le retiennent l'eau que de manière minime pour assurer leur fonctionnement. Donc, la question qui distingue ces deux types de barrages, c'est que l'un sera construit avec un réservoir, l'autre sera construit sans réservoir. La question des réservoirs, elle est sujet d'intérêt et de préoccupation, et on pourra en parler avec notre invité. Les chiffres, c'est toujours intéressant de voir ces chiffres. On dit que le monde compterait plus de 16 millions de barrages à l'heure actuelle, totalisant une capacité de stockage équivalente à 2 à 3 fois le volume d'eau contenu dans les rivières du globe. Donc les réservoirs sont une source d'eau très importante et vous pourrez penser à tous les écrits sur les problèmes d'évaporation de ces réservoirs et ce qu'il faudrait faire pour améliorer la protection et la gestion de l'eau dans les réservoirs. Alors ensuite, un autre chiffre qui est important et un élément contextuel pour nous, pour comprendre l'intérêt pour les barrages, vous avez une distinction qui est souvent faite entre ce qu'on appelle les grands barrages, qui se distinguent des plus petits barrages. Et dans la pratique, la distinction qu'on va faire entre les grands barrages et les plus petits barrages va tenir à la taille, à la hauteur du barrage, 15 mètres ou plus, c'est un grand barrage, ou alors à la taille ou à la taille du réservoir. Donc, la question, à l'heure actuelle, quand on s'intéresse aux barrages en droit international et les tensions qui peuvent naître, c'est souvent en relation avec ce qu'on appelle les grands barrages. Ensuite, chiffre important, la production d'hydroélectricité. Quelle est-elle à l'heure actuelle en termes de proportion ? Selon les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie, elle représente 16,4% de la production totale d'électricité. Donc c'est une part importante, mais ce qui est intéressant, il y a un autre chiffre en termes d'énergie renouvelable. La production d'hydroélectricité représente 71% de l'électricité renouvelable. Donc on peut comprendre, on peut saisir qu'il y a un intérêt pour les États, quand ils mettent en place leur stratégie de lutte contre les changements climatiques et qu'ils veulent mettre à l'écart la question de l'énergie fossile, qu'ils se tournent notamment vers l'énergie hydraulique. On sait aussi qu'il y a l'énergie solaire ou l'énergie éolienne qui peut être importante. Autre chiffre intéressant, la Chine est le pays qui est le plus grand producteur d'hydroélectricité. Elle est suivie par le Brésil, les États-Unis et le Canada. Voilà, alors ça c'est des éléments factuels de contexte pour présenter la question des barrages. Alors ensuite, il y a différentes configurations juridiques quand on va parler de la question des barrages. On va le voir quand on va en parler aujourd'hui. Un barrage peut être construit pour le bénéfice d'un seul État. C'est un État qui décide de construire un barrage pour son propre bénéfice. Mais dans la pratique, nous avons aussi d'autres configurations qui permettent à plusieurs États d'être engagés, d'être liés par la construction d'un barrage. Alors ces autres configurations, ça peut être qu'un barrage peut être construit sur le territoire d'un État pour le bénéfice de deux États.
Ça, c'est l'exemple du barrage Kosi, construit au Népal, mais dont l'Inde bénéficie aussi. Autre configuration qu'on peut rencontrer, c'est une infrastructure hydraulique qui peut avoir des composantes dans deux états. Donc, un projet commun entre deux États, avec des entités dans chacun des États. Et alors, ils peuvent décider d'avoir une entité, une institution conjointe qui va gérer ce projet situé dans deux États. C'est le cas, par exemple, du Lesotho Highlands Water Project entre le Lesotho et l'Afrique du Sud. Autre configuration, c'est qu'on peut avoir une entité, enfin on peut avoir une installation, une infrastructure hydraulique composée de différents éléments situés dans deux États, et les deux États vont constituer une organisation internationale pour gérer, une entité internationale, pour gérer ce barrage. C'est le cas du barrage Yacyretá entre le Paraguay et l'Argentine. Il y a d'autres configurations parce que ce n'est pas une liste limitative. On peut aussi imaginer qu'il puisse y avoir un barrage qui soit de l'intérêt de plusieurs États, mais qu'il décide que ce soit un concessionnaire privé qui gère le barrage. Et donc vous voyez que là entre en ligne de compte la question des investissements. Ça sera par le biais d'une concession. Et puis, vous avez encore d'autres configurations, et l'une de ces autres configurations, elle est unique en fait, c'est celle de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, dont nous parlerons tout à l'heure, où il y a propriété conjointe et mise en place de sociétés commerciales par les États membres du fleuve, des États membres de l'organisation du fleuve Sénégal. Et vous le verrez, il y a un mécanisme juridique très complet qui a été mis en place. Donc, tout ça, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas un modèle seul de gestion de barrage. Soit c'est pour l'intérêt d'un État, c'est un État qui décide de construire un barrage sur son territoire, soit on va pouvoir avoir des alliances au profil juridique différent entre États pour construire et gérer un barrage. Alors quand différents États sont liés, ils s'engagent dans la construction d'un ouvrage hydraulique, eh bien, il va falloir qu'il y ait un accord juridique pour soutenir cette coopération. Et cet accord juridique, elle va donner sécurité et prévisibilité pour la coopération. Cet accord juridique, il va aussi pouvoir parler de la question de la répartition des bénéfices qui sont issus de l'ouvrage hydraulique. Alors, la répartition des bénéfices, ça peut être en termes de distribution de l'énergie, c'est prévu dans le traité, ou ça peut être en forme de distribution de bénéfices sous forme de paiement économique. Donc là aussi, différents modèles dans la pratique. Autre élément de contexte, parce qu'on parle beaucoup des barrages, c'est que les barrages peuvent être objets de tensions internationales. Ils peuvent être objets de tensions au plan interne, parce qu'il y a aussi des problèmes, et vous pensez à la France par exemple, il y a des problèmes relatifs à la construction de barrages dans certains endroits, mais entre deux États, ou plusieurs États, les barrages peuvent être source de tensions. Alors ces tensions, elles sont dues à quoi ? Très souvent, ça va être des conflits d'utilisation, des conflits d'usage, c'est-à-dire que l'un des États va vouloir construire un barrage pour permettre la production d'hydroélectricité, par exemple, et l'autre État va dire « mais ça va diminuer le débit du fleuve et donc j'aurai moins d'accès à l'eau pour la production vivrière, pour la production agricole ». Ça peut être aussi des conflits, il y a quelques exemples aussi, entre hydroélectricité et industrie du loisir, puisque, par exemple, des pratiques de rafting pourront plus se dérouler puisqu'il y aura la construction d'un barrage. Donc voilà, c'est des équilibres d'usage et on va voir quelles sont les règles qui permettent d'atténuer ces tensions entre les États. Il y a aussi le fait que on le sait à propos du barrage Renaissance sur lequel je vais revenir, que la taille du réservoir va pouvoir être un objet de préoccupation, et aussi la vitesse de remplissage du réservoir, puisque ça va avoir un impact sur le débit du cours d'eau. Il y a aussi la question des variations saisonnières qui peut rentrer en ligne de compte. Alors, autre sujet de préoccupation quand on parle des barrages,
c'est des considérations environnementales et sociales, parce que très souvent il y a des préoccupations environnementales et sociales qui sont invoquées quand on parle de la construction d'un barrage. Alors il est vrai que la construction d'un barrage permet d'améliorer la production d'énergie ou d'augmenter la production agricole ou de réguler le flot d'un fleuve. Mais en même temps, s'il y a construction de barrages, il va y avoir changement physique du cycle hydrologique. Ça va modifier la vie aquatique et ça peut causer des dommages aux écosystèmes d'eau douce. Alors, ces dommages aux écosystèmes d'eau douce, ils peuvent se manifester de différentes manières. Ça peut être la modification du cycle naturel de l'écoulement, la transformation des caractéristiques biologiques et physiques des canaux fluviaux et des plaines d'inondation, ou encore la fragmentation de la continuité du cours d'eau. Alors, c'est des faits, et puis il y a des mesures correctives qui peuvent être mises en place, mais on le sait, ça cause des tensions, des préoccupations. Et il faut aussi savoir que quand on construit un barrage, les effets ne sont pas simplement à côté de l'emplacement du barrage, mais peuvent avoir lieu même très loin, dans les deltas et les estuaires, qui sont aussi des écosystèmes très complexes qu'il faut protéger. Voilà, alors, il y a aussi, quand on parle de protection de l'environnement et barrage, la question des sédiments, parce que souvent on ne prévoit que des relâches occasionnels, et pourtant les sédiments sont nécessaires, et notamment dans les deltas, en termes de production agricole et de protection de l'environnement. Ça c'était les questions environnementales. Les questions sociales, tant au plan interne qu'au plan international, c'est que ça va avoir un impact sur la vie des gens. La construction d'un barrage. Alors il peut y avoir déplacement de population, transformation des modes de vie des personnes qui vivaient dans les alentours d'un barrage. Elles vont devoir être relogées, elles vont devoir retrouver un travail. Donc la question des droits de l'homme rentre en ligne de compte, puisqu'il y a des questions d'expropriation, de déplacement forcé de population qui doivent être prises en compte à la lumière de la règle de droit et pouvoir être satisfaites. Alors, ce sont des aspects importants. Ça peut aussi se passer dans un espace transnational ou international quand finalement la construction d'un barrage va empêcher que sur l'autre rive d'un cours d'eau, des personnes puissent continuer à vivre comme elles vivaient auparavant, et sur l'autre rive de ce cours d'eau vit une population d'un autre État. Donc il y a des impacts transfrontières. Alors, si vous êtes intéressé par ces conséquences sociales, je vous recommande vivement de regarder les activités du panel d'inspection de la Banque mondiale, la jurisprudence du panel d'inspection de la Banque mondiale. C'est un mécanisme de plainte par des individus affectés par des projets financés par la Banque mondiale. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de projets financés par les institutions financières internationales qui ont été l'objet de plaintes, et notamment dus au fait du déplacement de population et de non-compensation satisfaisante, de problèmes de transformation de mode de vie. Ce mécanisme de plainte, on l'a aussi pour les autres institutions financières internationales, ce n'est pas simplement pour la Banque mondiale. Il faut aussi ajouter, parce que vous le verrez beaucoup dans la littérature des changements climatiques, que les barrages, c'est moins d'eau. Il y a encore moins d'eau à l'heure actuelle du fait des considérations de changement climatique. Et tout ça, ça peut apporter des migrations de population. Et on a aussi des déplacements de population qui sont dus à des problèmes de mauvaise régulation des flux ou des flots d'un cours d'eau, notamment à l'occasion de la construction et de la gestion de barrages ou d'ouvrages hydroélectriques. Voilà, alors c'était une présentation de contexte, et vous le voyez, ce qu'on va essayer de faire, nous, c'est que c'est une question complexe, elle touche à beaucoup d'éléments. Alors je vais vous donner une indication de certains des grands principes de droit international qui trouvent application quand on a affaire à un barrage international. Mais avant cela, je voudrais simplement évoquer avec vous quelques cas emblématiques en droit international de la question de la construction d'ouvrages hydrauliques ou de barrages.
Là, c'est une affaire dont on a parlé ensemble déjà. C'est un projet de dérivation d'eau afin de production d'électricité par la France, et l'Espagne était très concernée. Et donc, c'est une sentence arbitrale, et je vous ai dit que je trouve que c'est une très belle sentence arbitrale. Les arbitres ont fait une œuvre majeure en éclaircissant les grands principes applicables. Une sentence rendue en 1957, mais qui reste une pièce juridique de référence en matière de traitement de cette question. Ensuite, vous avez un autre différend qui a été porté devant la Cour internationale de justice, j'en ai déjà parlé, par la Hongrie contre la Tchécoslovaquie, ensuite la Slovaquie, après que les deux États se soient séparés. Et là, il y avait un système conjoint qui était prévu. Il y avait des installations qui devaient prendre place dans deux pays, en Tchécoslovaquie et en Hongrie, avec un projet de dérivation des eaux du fleuve du Danube. Et bien, la Hongrie a considéré que le projet ne pouvait pas aller de l'avant pour des raisons relatives à la protection de l'environnement. Le différend s'est envenimé. La Tchécoslovaquie puis la Slovaquie ont construit leur propre système sur leur territoire, et tout ce différend a été porté devant la Cour internationale de justice. Et là encore, il y a des règles juridiques identifiées par la Cour internationale de justice, notamment en matière de protection de l'environnement, qui sont importantes pour traiter cette question. Autre différend judiciaire, porté là, c'est devant un tribunal international, je l'ai évoqué aussi déjà, c'est un différend entre le Pakistan et l'Inde relatif au barrage Kishanganga. Là, c'est aussi la dérivation du Kishanganga pour produire de l'électricité après restitution de l'eau. Le Pakistan s'était plaint de cette question, et ça a été porté devant un tribunal arbitral. J'en reparlerai, mais le tribunal arbitral a dit que l'Inde avait le droit de procéder à ce projet, mais qu'il devait rester dans le fleuve Kishanganga un débit minimum d'eau, le débit minimum environnemental, et donc le tribunal a même fixé cette quantité d'eau. Alors ça, ce sont des différends qui se sont réglés qui ont été abordés par des institutions judiciaires. Les problèmes de mise en œuvre, notamment pour le barrage Gapchikovo-Najimaros, sont encore importants, mais il y a eu une décision judiciaire. Alors maintenant, bien évidemment, dans les journaux, vous entendez très souvent parler du barrage Renaissance, ou ce qu'on appelle the Grand Ethiopian Renaissance Dam, le GERD, et là, il y a des tensions entre l'Éthiopie, qui conduit ce projet, et le Soudan et l'Égypte, qui contestent les conditions de remplissage du réservoir et les modalités d'opération du réservoir. Il y a des tensions assez fortes. Ça a été même porté devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, et il y a des médiations qui ont été entreprises avec plus ou moins de bonheur. La dernière en date, c'est une médiation de l'Union africaine, mais qui n'a pour l'heure pas abouti. Donc voilà, on en reparlera la semaine prochaine quand on parlera du règlement des différends, mais les barrages peuvent être source de tension, et elles peuvent donner l'occasion ils peuvent donner l'occasion d'avoir des mécanismes de règlement des différends qui rentrent en ligne de compte, qui participent, qui contribuent à la protection, à la satisfaction au règlement du différend, tout en sachant qu'il y a des différends qui peuvent perdurer. Et pour l'heure, il y a des grandes questions qui se posent par rapport au barrage Renaissance. Alors maintenant, les contours, ça c'est une carte que vous pouvez trouver dans le Courrier international, j'ai mis la référence, et vous aurez du 11 juin 2022, et vous aurez tous les éléments pour comprendre de part et d'autre les acrimonies. Chacun des États demande à des exigences particulières. Alors, les contours de la réglementation, ce qui est intéressant, c'est que c'est depuis le début de la production d'énergie hydraulique, et surtout depuis fin du 19e, début du 20e, qu'on s'est rendu compte que dans ce domaine, il fallait qu'il y ait coopération entre les États, mais qu'il fallait essayer, tenter qu'il y ait coopération. Donc, vous avez un certain nombre de traités spécifiques
qui ont été conclus entre les États. Je pense à des traités conclus par la Suisse avec la France, l'Italie, mais il y en a beaucoup d'autres. Et ces traités, il y en a beaucoup qui sont encore en vigueur. Ils ont pu être amendés, modifiés, mais ils sont encore en vigueur. En termes multilatéraux, il est intéressant de voir que au temps de la Société des Nations, il y a eu une initiative pour négocier une convention internationale relative à l'aménagement des forces hydrauliques intéressant plusieurs États. Et donc ça, c'est un essai de réglementation internationale intéressant. Dès le début de la production de l'énergie hydraulique, on a considéré que ça serait bien qu'on arrive à ce que les États coopèrent. Et c'est une convention qui a été adoptée en 1923, qui est entrée en vigueur en 1925 et qui a été ratifiée très peu, et elle reste très peu ratifiée. Donc elle n'a pas beaucoup de pertinence en termes d'effectivité juridique, mais elle montre l'état d'esprit de l'époque, et vous le voyez, l'article 1 rappelle le grand principe en disant « La présente convention ne modifie en aucune manière la liberté pour tout État dans le cadre du droit international d'exécuter sur son territoire tous travaux d'aménagement de toute force hydraulique qu'il désire ». Donc on rappelle la souveraineté, le choix souverain de l'État de conduire un projet, mais en même temps, vous avez l'article 2 de la Convention qui va tenter de montrer qu'il y a des avantages à la coopération entre les États concernés, coopération qui peut prendre plusieurs formes, mais là c'est véritablement d'entraîner les États à discuter entre eux et même à faire de la cogestion. En lisant la littérature autour de cette convention, on se rend compte qu'il y avait une tentative d'approche fonctionnaliste où on se disait il va falloir que les États comprennent par des arguments techniques qu'il y a un avantage à travailler ensemble. Et donc on voulait détacher les considérations techniques des considérations juridiques de souveraineté. Alors comme je vous l'ai dit, ça a été une tentative, ce n'est pas une tentative qui a été très fructueuse en termes d'effectivité juridique. Alors finalement, on peut se dire, mais finalement, quel est le droit applicable en dehors des traités spécifiques, qui sont très importants, les traités spécifiques, mais il n'y en a pas toujours, ou de la Convention de 1923. Et là, de nouveau, je vais vous rappeler que les principes de droit coutumier jouent un rôle très important, les principes de la pratique juridique. Et dans ce contexte, je voudrais vous rappeler les grands principes applicables en droit international de l'eau que l'on a identifiés ensemble déjà. Et dans ce contexte, ils sont tirés notamment de la Convention de 1997 sur les utilisations des cours d'eau autres que la navigation. Tous ces principes ont un rôle à jouer quand on parle des barrages et des ouvrages hydrauliques, notamment l'utilisation équitable et raisonnable. Vous vous rappelez, c'est qu'on doit trouver une équité dans les utilisations de l'eau, on ne doit pas causer de dommages significatifs. Il y a une volonté de pousser les États riverains à la coopération, et notamment à la coopération en matière de notification et de consultation, et je vais reparler de cela. Protection de l'environnement, c'est fondamental quand on envisage une utilisation d'un cours d'eau en matière de production d'énergie hydraulique. Prévention et règlement des différends, et puis les intérêts des populations du fait des utilisations des cours d'eau. Donc voilà, ces principes coutumiers encadrent du droit international de l'eau, encadrent l'utilisation, le recours à l'énergie hydraulique. Alors, quelques mots maintenant, c'est donc surtout, c'est ce que je voudrais que vous reteniez, c'est beaucoup le droit international coutumier qui va jouer un rôle. Et le droit international coutumier, il va permettre d'interpréter des accords spécifiques, ou alors il va permettre que des accords spécifiques soient conclus. Et vous vous rappelez que droit international coutumier et accords spécifiques vont de pair, et que notamment en matière de protection de l'environnement, il y a une interprétation évolutive qui est nécessaire des traités spécifiques, même conclus au début du XXe siècle. La Cour internationale de justice nous a bien rappelé que ce sont les normes actuelles
qui doivent permettre d'interpréter un traité relatif à une utilisation d'un cours d'eau international. Alors maintenant, donc, quels sont les grands principes qui sont relatifs au développement et à la gestion des infrastructures ? Et là, je vais parler plus particulièrement de certains principes relatifs au fait de savoir qu'est-ce qui se passe avant qu'un barrage ou un ouvrage hydraulique ne soit mise en œuvre, et puis qu'est-ce qui se passe, certains éléments relatifs à la vie même du barrage. Est-ce qu'il y a des règles de droit international qui encadrent la vie d'un barrage? Alors pour aborder cette question, ce qu'on sait, c'est que la construction d'un barrage ou d'un ouvrage hydraulique, elle peut causer, elle a des impacts. Elle a des impacts plus ou moins importants, mais on ne peut pas nier qu'il va y avoir des impacts. Je sais on peut parler de mesures correctives, mais il y a quelquefois des impacts qui sont significatifs. Et donc, de ce fait-là, eh bien, le droit international s'oriente vers cette technique dont on a déjà parlé en matière de protection de l'environnement. Il dit, eh bien, il faut prévenir le plus possible les impacts. Il faut prévenir le plus possible les impacts, et la prévention de ces impacts, eh bien, et de ces impacts négatifs, elle va se faire par la communication d'informations entre les États concernés et la consultation. Ils vont devoir apprendre à parler ensemble pour tenter de trouver une solution aux problèmes qui les préoccupent. Alors, on va utiliser un terme juridique connu de beaucoup d'entre vous dans cette salle, mais ce sont des obligations de moyens qui sont à l'œuvre. Les États doivent faire de leur mieux, conduire leurs bons efforts pour satisfaire à ces exigences. Ce ne sont pas des obligations de résultat. Donc, on doit pouvoir démontrer que l'État a fait tout ce qu'il devait faire, et puis s'il ne l'a pas fait, il pourrait y avoir alors violation de ces obligations. Alors là, la question aussi que je voudrais souligner dans cela, c'est que vous allez voir que, je l'ai déjà dit en matière de protection de l'environnement, mais vous avez la question du seuil de gravité qui va jouer, à savoir que c'est des dommages, qu'on appelle des dommages significatifs, qui vont être la clé d'entrée d'application des différents principes. Et je souligne cela pour vous dire, et on pourra en parler avec notre expert, mais pour vous dire qu'il y a des dommages qui sont acceptés dans la pratique, des dommages qui sont acceptés, qui ne seront pas considérés comme des dommages significatifs, permettant la mise en œuvre des différents principes. Alors revenons à notre fameuse affaire, l'affaire du lac Lanou, dont j'ai parlé, sentence de 1957, et là, eh bien, le tribunal va interpréter certains accords qu'il avait à disposition à la lumière de principes généraux de droit. Donc on a aussi une indication de principes de droit international coutumier, et il dit une chose qui est très importante, il dit pour qu'il y ait consultation, il faut qu'il y ait notification des informations. Pour qu'il y ait une consultation qui soit appropriée, il faut que l'État qui va être notifié eh bien, puisse être informé de manière correcte. Et il dit aussi, eh bien, notification et consultation, ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir accord. On doit parvenir à un accord. Ça, ce n'est pas la règle de droit, sauf si vous avez un accord spécifique qui prévoit qu'il doit y avoir accord. Sinon, le droit international dit notification et consultation, obligation de comportement, en faisant tous leurs efforts pour que ça se passe le mieux possible. Alors, vous avez ces différents extraits de la sentence arbitrale. Je vous conseille vivement, pour ceux qui sont intéressés, de la lire. D'abord, elle est écrite de manière très claire et elle permet en fait de voir comment le droit international applicable aux cours d'eau internationaux va émerger, avec l'importance de la consultation, et l'importance de la bonne information. Alors ça a été en 1957, et autre citation qui me paraît aussi très importante, c'est que là, le tribunal a dit
il y a un champ large à la notification. Il y a un champ large à la notification. Il le dit, tous les intérêts, quelle que soit leur nature, susceptibles d'être affectés par les travaux entrepris, doivent être pris en considération, même s'ils ne constituent pas un droit. Et ça, c'est très important parce que finalement, c'est une réalité factuelle qui doit être transmise à l'État consulté, qui va être notifié, pour qu'il puisse véritablement se pencher sur ces questions et faire valoir son point de vue. Alors ça, c'était l'affaire du lac Lanou, 1957. Ensuite, il y a eu, vous vous rappelez, les travaux de la Commission du droit international qui ont abouti à l'adoption de la Convention de 1997 sur les cours d'eau internationaux. Et là, je considère pour ma part que beaucoup des règles relatives aux barrages, aux infrastructures sont codifiées dans la Convention de 1997. Donc on peut considérer que quand on regarde la Convention de 1997 sur les questions de notification et de consultation, on a une indication de ce qu'est le droit international général applicable à tous les États, même s'ils ne sont pas partis à la Convention de 1997. Et dans ce contexte, vous le voyez, la Convention de 1997 utilise la notion de mesure projetée. Mesure projetée, ça couvre notamment les questions d'infrastructure et de barrages. Alors, que prévoit l'article 11 ? L'article 11 dit que les États doivent échanger des renseignements, se consulter, si nécessaire, négocier au sujet des effets éventuels des mesures projetées. C'est une obligation générale. Et ça, à mon avis, c'est une obligation fondamentale pour la bonne gestion des cours d'eau internationaux, puisque sans échange d'informations entre les États riverains, il est difficile de penser qu'il puisse y avoir une gestion satisfaisante d'un cours d'eau international. Alors, plus particulièrement pour la question de la notification, c'est dans l'article 12 de la Convention de 1997, et là, c'est vraiment une notification avant la mise en œuvre proprement dite ou l'autorisation de mise en œuvre d'une mesure projetée comme un barrage qui peuvent avoir des effets négatifs significatifs sur d'autres États. Vous retrouvez ce seuil de gravité. La grande question, c'est de se dire qui doit apprécier ce qui est un dommage significatif. Et là, à mon avis, c'est encore un des grands défis du droit international, c'est de nourrir plus précisément ces questions d'évaluation de dommages significatifs. Et dans ce contexte, la pratique eh bien, va voir que les États vont se disputer, mais vont arguer de part et d'autre en disant mais ce n'est pas un dommage significatif, c'est pas un ouvrage qui pourrait causer un dommage significatif, donc je n'ai pas à notifier, et d'autres vont dire mais de toute façon il faut régler le mieux possible cette question. Donc c'est une pierre de contention dans la pratique, la notion de risque de dommage significatif. Ce que la Convention de 1997 quand même prévoit, c'est que même si un État n'a pas notifié un projet, les autres États riverains qui craignent d'être affectés peuvent néanmoins exiger une notification et la fourniture d'informations de l'État qui planifie un projet. C'est l'article 18 de cette convention. Alors, dans la pratique, on peut avoir dans les traités des exigences plus marquées en matière de notification, et je donne simplement l'exemple de la Convention sur le fleuve Sénégal, où là, finalement, tout ouvrage, tout projet doit être notifié aux autres États riverains. Ce qui veut dire que dans les accords de bassin, dans les accords régionaux, on peut préciser plus avant cette règle relative à la notification, qui, à mon avis, est une règle clé pour la confiance mutuelle entre les États riverains. Et puis, j'évoque simplement aussi la pratique des institutions financières internationales, telles la Banque mondiale ou d'autres institutions, qui, elles, demandent que la notification se fasse pour tout projet. Donc, il n'y a pas de question d'appréciation ou non d'un barrage significatif. Là, la pratique des institutions financières, c'est parce qu'elles ne veulent pas être prises à partie dans un différend. Elles ne veulent pas être prises à partie et devoir juger qui est vrai, qui a tort. Et puis, il y a aussi l'idée de se dire, ça c'est la Banque mondiale et d'autres institutions financières internationales, c'est de dire finalement, si on transmet toutes ces informations,
il y a confiance qui peut se créer, on sait ce qui se passe dans les autres États, et on peut rentrer en discussion. Parce que la consultation, elle a un rôle à jouer. Alors, dans la question de la notification, la question qui peut se poser, c'est à l'article 12, vous voyez, c'est quand est-ce que doit avoir lieu la notification en temps utile, et elle doit être accompagnée d'informations et de données techniques d'une qualité et d'une quantité de détails suffisants pour permettre que l'État notifié évalue l'infrastructure prévue. Donc, c'est des conditions en matière de contenu de cette notification. Ce qui est intéressant, c'est que l'article 12 fait référence aux données et informations disponibles. Qu'est-ce que ça veut dire disponible? C'est simplement les informations disponibles pour l'État qui notifie, ou est-ce qu'on pourrait se dire mais finalement l'État n'a pas fait suffisamment de travail ou il n'a pas les capacités pour véritablement avoir toutes les informations nécessaires? Et là aussi, la pratique internationale permet que les États qui sont notifiés puissent demander plus d'informations. Mais c'est intéressant parce que la pratique internationale, notamment dans la Convention de 97, prévoit que ceux qui vont demander plus d'informations vont pouvoir avoir à payer pour les frais de la recherche de cette information. Alors, parmi les données techniques nécessaires, montée en puissance d'une donnée en particulier, qui est le rapport de l'étude d'impact sur l'environnement. Et vous le voyez, l'article 12 évoque l'étude d'impact. C'est, en matière de protection de l'environnement, je vais revenir sur cela, c'est véritablement l'instrument idoine pour apprécier les différentes les conséquences potentielles d'un projet sur l'environnement naturel et social. Alors maintenant, vous avez eu des discussions sur ces notifications, consultations. Je vais vous montrer un extrait d'un arrêt qui n'a pas porté sur un barrage, mais qui est intéressant pour clarifier le droit applicable. C'était, vous savez, on en a déjà parlé, c'était une affaire qui avait trait à la construction d'usines de pâte à papier. Mais là, la Cour internationale de justice, c'était en 2010, a bien souligné que quand on va parler de notification, il faut qu'il y ait une évaluation complète des incidences sur l'environnement qui soit transmise. Et donc, vous voyez, on fait un lien avec le cours que je vous ai donné sur l'environnement, c'est qu'il doit y avoir anticipation. Et que en matière de protection de l'environnement, on doit anticiper tous les possibles dommages pour ensuite évaluer, décider et corriger un projet. Et c'est dans ce contexte que la Cour a donné, vous pourrez regarder cette affaire, mais a donné des indications importantes et disant aussi, c'est pas que l'État concerné qui doit, par le projet, qui doit évaluer, c'est les autres États riverains qui sont aussi, qui ont un rôle à jouer en matière d'évaluation de l'impact sur l'environnement d'un projet. Alors là, la question après, c'est de se dire, bon, finalement, qu'est-ce qui se passe une fois que l'État dit qu'il a notifié en temps utile, qu'il a notifié les informations nécessaires et finalement, est-ce qu'il y a le temps utile? Qu'est-ce qui va se passer? L'État qui est notifié a-t-il tout le temps qu'il veut pour se prononcer? Mais il y a aussi une rationalité économique à la construction d'un projet. Et donc, la Convention de 97, vous vous rappelez, parle de temps utile. Dans la pratique, on considère que c'est à peu près 6 mois. S'il y a des circonstances particulières, ce délai va pouvoir être étendu. Alors le tribunal, ce que je voudrais aussi dire, je vous l'ai dit pour ces obligations de notification et de consultation, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de parvenir à un accord, mais il y a une obligation de montrer que l'État a fait tout ce qu'il devait faire pour fournir l'information requise en temps utile, qu'il a laissé du temps à l'État qui est consulté ou aux États qui sont consultés pour qu'ils puissent se prononcer sur les questions. Et ce qui est intéressant, c'est que dès 1957, le tribunal, très clairvoyant dans l'affaire du lac Lanou, a dit « ce sont des obligations qui sont fondamentales, mais j'admets que le respect de ces obligations est délicat à évaluer ».
Et ça, c'est vrai. Et donc, tout cela, c'est pour vous montrer, pour faire un autre lien avec un autre cours, que ces questions de notification et consultation, quand elles sont faites dans un cadre bilatéral ou plurilatéral, elles vont reposer sur la bonne volonté, sur la bonne foi des États concernés, et que c'est là où on voit l'intérêt des commissions de bassin, des mécanismes institutionnels qui sont mis en place dans le cadre d'accords spécifiques, parce que ces mécanismes institutionnels, ces commissions de bassin, c'est des mécanismes qui permettent aux États de se rencontrer, aux experts de ces États de se rencontrer et de décider et d'échanger. Et donc, ces mécanismes institutionnels, elles peuvent avoir leurs propres règles en matière de notification et de consultation. Et je vous invite par exemple à regarder les règles applicables en matière de notification et consultation dans le cadre de la commission du Mékong. Vous verrez qu'il y a un ensemble de règles très détaillées. Alors, autre considération, dans l'affaire du barrage Kishanganga, le tribunal se rend bien compte que la notification, elle est importante, indispensable pour permettre à l'autre État de pouvoir se prononcer de bonne foi. Et vous regardez ce que dit le tribunal, c'est aussi une belle sentence, une sentence en deux parties. Le tribunal dit « La notification de la conception ne suffit pas à démontrer une ferme intention de procéder. Le délai de 3 mois suivant cette notification, ça c'était dans le traité de l'Indus, au cours duquel le Pakistan peut s'opposer, doit être pris en compte, ainsi que le temps nécessaire pour que les questions de conformité de l'usine aux critères du paragraphe 8 soient résolues par les mécanismes de règlement des différends. » Et puis il ajoute, ça c'est une autre citation de ce tribunal, outre les progrès accomplis vers la conception, l'approbation, la construction, l'achèvement du projet, la communication de chaque étape à l'autre partie de la manière prévue par le traité est essentielle. Le mythe de la boîte noire, il doit être écarté. On doit donner toute l'information qu'on a à disposition pour donner confiance et pour asseoir finalement un rapport correct de consultation et d'échange. Tout cela afin que l'autre partie puisse s'appuyer sur les informations fournies dans le cadre du processus du traité. Et il y ajoute, c'est intéressant, pour que le traité lui-même fonctionne comme prévu. Il faut analyser à la fois les faits sur le terrain et les faits qui ont été formellement notifiés à l'autre partie en vertu du traité. Et là, vous le voyez, c'est cette complexité dont j'ai parlé au début, c'est ces interactions entre éléments factuels et éléments juridiques, c'est-à-dire que l'État ne peut pas simplement se satisfaire, dit le tribunal, de communiquer des informations qui s'appelleraient éléments indispensables pour la connaissance d'un barrage, ce qui va se passer, etc. Il doit aussi donner des appréciations du fonctionnement sur le terrain des éléments factuels. Donc tout cela, c'est pour vous dire que c'est des aspects qui vont pouvoir entraîner des difficultés entre les États. Et la grande question, c'est jusqu'où aller dans la transmission d'informations. Et ça, je pense qu'en ce moment, vous avez un barrage, la question d'un contentieux dont j'ai parlé, où finalement, il y a un manque de confiance et il y a une nécessité de savoir comment résoudre ce différend par la communication d'informations et puis par d'autres mesures de gestion. Alors maintenant, autres règles de droit international, je vais les évoquer brièvement, mais c'est le fait de se dire, une fois que le barrage ou l'ouvrage hydraulique est construit, est-ce qu'il y a d'autres règles de droit international qui vont trouver application? Et là, je vous réfère aux traités spécifiques dont j'ai parlé, les traités bilatéraux, où dans les traités bilatéraux, vous allez voir que par exemple, je regardais mes notes, le barrage des portes de fer qui avait été conclu entre l'ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie et la Roumanie prévoyait que l'entretien, tout ça se ferait à part égale entre les États. Vous aviez aussi dans le traité de 1977 qui avait envisagé le projet Gapchikovo-Najimaros, c'est qu'il y aurait une répartition des coûts
à part égale. Et donc, la Commission du droit international a considéré que finalement, cette répartition des coûts à part égale, même s'il n'y a pas un traité spécifique, c'est une règle de droit international coutumier, et elle l'évoque dans l'article 25, dans son article 25. Il est dit, à moins qu'il n'en soit convenu autrement, les États du cours d'eau participent sur une base équitable à la construction et à l'entretien de la prise en charge des coûts des ouvrages de régulation qu'ils ont pu convenir d'entreprendre. Donc toutes ces règles, c'est quand ils ont convenu d'entreprendre ensemble, quand ils ont accepté de travailler ensemble. Et bien à ce moment-là, il y a cette règle qui peut s'appliquer, à moins qu'il y ait d'autres règles qui soient choisies. Il y a aussi une question qui peut se poser, et elle se pose dans maintes situations, c'est la question des questions de maintenance, de gestion de barrages. Qui est responsable de la maintenance, de la gestion d'un barrage? Et donc dans ce contexte, le droit international dit l'État ou les États qui ont été responsables de la construction et sur le territoire desquels ces installations sont situées sont responsables de la sécurité de ces installations. Donc c'est une responsabilité qui peut aller très loin, notamment si vous pensez à la durée de vie des barrages et au fait qu'ils n'ont pas forcément été bien entretenus. Il y a des coûts énormes qui peuvent s'en suivre, et vous avez eu notamment d'âpres discussions pour les pays d'Asie centrale, Kyrgyzstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, finalement Tadjikistan et Kyrgyzstan, qui disaient les barrages sont principalement sur notre territoire, et pourquoi est-ce que ce sont nous qui devraient payer tous ces coûts d'entretien et de gestion. Donc là, en fait, ce que le droit international dit, c'est qu'il y en a un qui est responsable, mais il pousse aussi à la coopération pour trouver une répartition des coûts. Et vous avez aussi le paragraphe 2b qui me paraît intéressant, on reviendra à cela quand on parlera du droit des conflits armés, mais vous voyez que les barrages, ce sont des installations qui peuvent aussi être la cible d'actes intentionnels ou d'actes de négligence ou de force de la nature. Et donc, dans ce contexte-là, il y a aussi une nécessité de les protéger le mieux possible. Et on verra on pourra parler de cela en temps de conflit armé, parce qu'il y a des règles particulières pour la protection des barrages en temps de conflit armé. Donc, quelques mots pour conclure sur cela. Le droit international fait ce qu'il peut pour pousser à la coopération. Mais il admet aussi que la décision peut être unilatérale. Un État peut décider de construire un barrage sur son territoire ou un ouvrage hydraulique. Simplement, il dit à cet État, si vous construisez, si vous participez à la construction de ce barrage, si vous le décidez, vous devez informer, prendre soin de ces installations, etc. Mais en même temps, il essaye de dire qu'il faut qu'il y ait un climat de confiance, il faut qu'il y ait un climat de coopération entre les États concernés. Et je pense que pour vous, qui n'êtes pas tous juristes, c'est une question, à mon avis, qui est fondamentale, c'est comment faire en sorte que le droit international dans ces domaines s'oriente vers plus de coopération et de confiance entre États riverains. Moi, je considère que l'une des voies, c'est véritablement la négociation d'accords de bassin qui sont nécessaires pour préciser ces règles et pour entendre les différents États concernés. Il peut y avoir des règles spécifiques du fait des rapports entre les États, et vous aurez dans ce contexte un exemple très intéressant relatif au fleuve Sénégal, où il y a, je crois, je ne me prononce pas trop, mais c'est toujours ce que j'ai admiré, c'est qu'il y a un climat de coopération et de confiance entre les États riverains. Voilà, alors dernier élément sur la question de la question des barrages et ouvrages hydrauliques. Je vous ai dit, notamment pour ces installations, vous avez une montée en puissance d'une technique juridique particulière qui est l'étude d'impact sur l'environnement. Ça, c'est vraiment une technique juridique qui a émergé
à la fin du XXe siècle. À la fin du XXe siècle et qui maintenant est consacré dans beaucoup de domaines d'activité. Et si vous regardez la jurisprudence des organes de droits de l'homme, jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour interaméricaine des droits de l'homme ou de la Commission africaine des droits de l'homme, vous verrez qu'elles font référence à cet instrument quand elles vont évaluer les dommages aux droits de la personne humaine qui ont été causés dans le cadre de leur juridiction. Alors, ce que je voudrais aussi souligner, c'est que le champ de l'étude d'impact est large. Le champ de l'étude d'impact est large et la définition usuelle, c'est qu'elle inclut la santé et la sécurité humaine, la flore, la faune, le sol, l'air, l'eau, le climat, le paysage et les monuments historiques ou autres structures physiques, ainsi que les effets sur le patrimoine culturel ou les conditions socio-économiques. Les conditions socio-économiques, ça me paraît très important de le souligner parce que très souvent, on délie les préoccupations environnementales des préoccupations sociales et pourtant elles sont intrinsèquement liées. Les questions de justice environnementale, vous les connaissez, c'est que très souvent, il y a des problèmes d'environnement et il y a des problèmes de pauvreté et d'inégalité qui sont associés à ces problèmes d'environnement. Donc tout cela doit être pris en compte. Monter en puissance des éléments, c'est le programme des Nations Unies de l'environnement qui adopte des principes directeurs à la fin des années 80. Mais c'est des principes, c'est des recommandations. La déclaration de Rio dont nous avons parlé, vous vous rappelez, qui parle de l'obligation de conduire une étude d'impact en son principe 17. Et puis, il y a aussi un instrument conventionnel très important qui sera d'abord régional dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe. C'est la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier, la Convention d'Espoo, qui va être adoptée en plan régional, mais qui va être ouverte à la signature de tous les États de la planète, et donc c'est devenu une convention universelle. Alors on espère qu'elle sera plus ratifiée, mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a ces instruments internationaux, mais si vous regardez le tissu législatif des États, vous allez voir que dans tous les États, il y a des législations, presque tous les États de la planète, il y a des législations qui ont été adoptées en matière de conduite d'impact. Le contenu n'est pas forcément tout semblable, et donc il y a des problèmes d'harmonisation de ces législations, mais on peut dire qu'il y a une acceptation généralisée de l'emploi de cette technique pour pour anticiper les possibles impacts sur l'environnement et sur les populations. Alors, pour finir, parce que je pense que ça, c'est aussi un élément qui est important à prendre en compte. Là encore, ça avait trait à une affaire qui n'a pas trait à un barrage, mais je vous ai dit, la Cour a énoncé des principes importants. C'est que la Cour, dans cette affaire, dans l'affaire des usines de pâte à papier, a reconnu que là, il y avait une obligation de droit international de conduire des études d'impact dans un contexte transfrontalier. Donc d'État à État. Donc un barrage, s'il est construit sur le territoire d'un État, on doit pouvoir évaluer les impacts sur le territoire des autres États. Alors ça, c'est un élément important. La grande question, et la Cour, à mon avis, n'a pas été suffisamment clairvoyante, c'est le terme que je vais utiliser, c'est qu'elle a considéré qu'il y avait, elle a dit, il y a un principe, mais je ne peux pas vous donner le contenu de ce principe. Vous devez vous référer aux législations nationales. Et donc, dans ce contexte, par exemple, elle a refusé de considérer que la consultation des populations concernées était une obligation, un élément à prendre en compte dans la conduite d'une étude d'impact. Je pense que ça montre qu'il y a une nécessité pour la communauté internationale de développer plus avant l'agenda législatif sur ce qu'est l'étude d'impact et comment elle doit être conduite et son contenu, et on pourra en parler avec notre spécialiste. Dernier élément, c'est que j'ai beaucoup parlé de l'étude d'impact en termes d'anticipation, mais je voudrais aussi vous montrer ce que dit la Cour dans le dernier paragraphe, dans la dernière phrase, c'est qu'elle dit « mais c'est aussi pendant toute la durée du projet, toute la durée de vie du projet, les impacts doivent être surveillés ». Donc c'est une obligation de surveillance continue pour les États qui entreprennent un projet, tant avant la mise en œuvre que pendant la mise en œuvre du projet. Alors, quelques mots de conclusion.
vous le voyez, c'est une question complexe du fait des éléments factuels qui peuvent varier d'une situation à une autre. C'est aussi une question complexe en termes d'interaction des corps de normes juridiques, puisque vous avez différents corps de normes juridiques qui vont avoir leur mot à dire quand un État entreprend un barrage qui peut avoir des conséquences importantes ou néfastes sur l'environnement naturel et social. Et donc, rentre en ligne de compte dans le contexte de la construction d'un barrage ou d'un ouvrage hydraulique, tant les règles de droit international de l'eau que les règles de droit international de l'environnement, que les règles relatives aux droits de la personne humaine, que les règles relatives au code de conduite. Vous vous rappelez, on a évoqué la semaine dernière les questions de responsabilisation du secteur privé et les engagements que prend le secteur privé en matière de respect de la dignité humaine, de certains droits de l'homme, etc. Et donc tout ça, ça peut trouver application quand il y a des opérateurs privés qui sont impliqués dans la construction de ces projets. Et on pourra en parler avec notre invité, mais de plus en plus, les États, les institutions financières veulent voir le secteur privé impliqué dans la conduite, la construction, la conception de ces projets. Voilà, je vous remercie.